Bonjour et bienvenue à 1, 2, 3 où on compte les voix, un podcast sur le politique américain. Non, Thierry, c'est Pâques de potes là. Bonjour Thierry. Zut. On se c'est vrai, réveille. c'est le rugby. En fait, je regarde que CNN depuis 2 semaines là. Et... Bon, c'est vrai. On est chez Pâques de potes. Je suis très content d'être là. Donc moi, c'est Thierry Kaufman, TK, the President, si je peux te dire. Je suis President-elect. Voilà. Je suis là avec mon ministre de Défense, Théodore de Saint-Rémy, ancien Racingman. Salut Théo. Tout à fait, avec grand plaisir d'être là avec toi Thierry et aujourd'hui notre cher Alban. Exactement, notre Kamala Harris à nous. Je l'attendais, je suis trop contente. Bon, je n'aurais pas cette prétention, mais ça me touche beaucoup. Ravie d'être à vos côtés pour cette presidency qui s'annonce funky. Yeah, grave. Allez, on a plein de choses à se dire, donc beaucoup de matchs. Il y avait les Autumn Nations, il y avait notre 15 de France féminine, il y avait un fabuleux Nouvelle-Zélande-Argentine, on parlera de tout ça. Mais est-ce qu'on peut avoir une petite minute américaine? Parce que franchement, on n'a pas assez parlé des States dans les médias récemment. Est-ce que ça va, ça? Bien sûr, parfait. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le Major League Rugby, apparemment, ça existe toujours. On n'a pas parlé depuis un certain moment, mais apparemment, ça va pour 2021 parce qu'ils commencent à vendre des billets. Avec Bastaro ou pas? Je pense pas cette fois-ci. mais par contre, il y a un nouveau tour, vous avez vu, il y a le Dallas Jackals qui cherche un assistant coach, donc un coach assistant pour $2,000 par mois. Ok, maybe an option for you. Ouais, not for me. No, I don't think so. On peut peut-être en parler à Richard Tarditz, à mon avis, ça peut le brancher. Je pense qu'il a plein de choses sur son calendrier. Sinon, en parlant de Richard Tarditz, on peut regarder des matchs de NFL sur le site de l'équipe. En fait, j'ai trouvé ça et c'est assez chouette parce que moi, en tant qu'Américain, j'ai cherché pendant très longtemps des matchs de foot US et fallait tomber sur des sites un peu bizarres, mais finalement, il y a l'équipe qui a un match par week-end le dimanche, donc c'est assez cool pour les fans de NFL. Il y avait aussi cette bizarrerie de la NFL féminine en lingerie. Je sais pas si tu te souviens de ce truc. Non, j'ai jamais vu. Non, j'ai promis, j'ai jamais vu. Quoi? TK. No. Ok, on va lancer un podcast là-dessus. Pourquoi pas? Allez, allez, il y avait beaucoup de rugby, mais je pensais que ça peut être sympa quand même de faire un petit feedback sur ces Six Nations, ces 6 nations là qu'on vient de vivre, où nous aussi, on se souvient bien de notre dernier épisode, on s'est autoproclamé quand même les victorieux, quoi, parce que quand même l'équipe de France a été vraiment très contente avec. Donc, est-ce que vous savez qui était élu le meilleur joueur? Antoine Dupont. Bien sûr. Exactement, Antoine Dupont avec 4 passes décisives, un essai 250 mètres avec le ballon en main et 12 offloads, donc sacré tournoi pour lui. Best tackler, c'était qui? Alban. Oh, it's a call. Best tackler, ce n'est pas notre ami Monsieur Roux, le Roux, Bernard. Non, je pense pas. Non, si, c'est ça. Si, c'est lui. Ouais, c'est lui. Allez. Franchement, ouais, suivi par. sûr. En fait, numéro 1, c'est Bernard Il a Leroux. 30 plaquages par match au moins. 87 en total. Aldrid, 83 juste derrière. Numéro 4, c'était Olivon. Donc, on est 1, 2 et 4 sur les top 6. Pas mal quand même. Et qui est le numéro 3? Le préféré de Charlie, Ijoté. Itoge. Allez, sinon, line-outs won. Donc, c'est les touches, il me semble. On dit ça, un line-out, c'est un touche. Tout à fait. Ouais, c'est touche gagné. C'était qui, à votre avis? Les Anglais. Non, les Français, Olivant, 25. James Ryan, c'était deuxième. Olivon, il est quand même, il fait un tournoi. Non, mais c'est confirmé qu'on est quand même vraiment champion, quoi. Enfin bon. Ouais, voilà. En plus, c'est lui qui a gagné le plus d'essais. Le plus de points, c'était... Ntamak. Oui, exactement, avec 57. Aldrit, il a fini deuxième avec le plus de ballons portés, avec 66 derrière l'Irlandais Stander. En fait, j'étais curieux pour vous, comme parfois on fait un tournoi comme ça, on dit, OK, qui est le 15 de ce 6 nations? Par exemple, on avait le meilleur 15 de la Coupe du Monde. Qui, pour vous, dans l'équipe française, pourrait être dans ce 15 de ce 6 nations qu'on vient de vivre? Tous, hein. Non, mais déjà tous ceux que tu viens de citer. Oui, j'allais dire. Ouais. Bernard Leroux, Olivon, Dupont, Ntamak, voilà, c'est quand même peut-être même Aldrit. Je pense que c'est quand même des tauliers européens. Moi, j'ajouterais Ficou en chouchou. J'avoue que j'ai été très mais c'est parce qu'il joue au Stade Français, non, ça, c'est bon. Non, et pas que ça. Je trouve qu'il a fait un retour en équipe de France. Enfin, il l'a jamais quitté, mais ça fait 2-3 ans qu'il est assez. Enfin voilà, il est indiscutable au centre ou à l'aile. Je trouve qu'il a fait des très très bons matchs, notamment sur ce 6 nations. Et sinon, Théo, est-ce que tu ajouterais quelqu'un dans ce... Vakatawa, qui est quand même un joueur complètement installé maintenant. Ça, parce qu'il est au Racing. Non, mais il fait des performances exceptionnelles. il est gaillard, il est puissant, il est adroit. Enfin bon,
il est monstrueux, voilà. Donc oui, Virimi Vakatawa. Voilà, très bien. Et petite question, donc pour boucler un peu sur Socination, quel était pour vous votre meilleur souvenir de Socination? Moi, j'y vais au début pour lancer le sujet. Pour moi, c'était dans le match de l'Angleterre contre la France, il y avait un plaquage du Dupont sur leur numéro 9, vraiment à la fin de match, il a vraiment séché le J'avais mec. envie de dire le même. Oh zut, c'était un souvenir mais incroyable. Il l'a électrisé. Oui. Et j'étais en stade de ce jour-là et franchement quand il a plaqué, il y avait ouh, oui, j'adore ce bruit, c'est vraiment sympa. Alban, est-ce que tu en as une? Oui, bah écoute, je vais faire dans du très classique, mais je trouve que bon, la victoire contre l'Angleterre fait toujours plaisir. Voilà, c'est un grand classique, oui. mais c'est un petit plaisir qu'on peut pas se refuser. Voilà, tout à fait. Exactement. Un autre moment fort pendant Assassination, c'était lorsque les joueurs ils ont reçu leur maillot. Il y avait tous les clubs d'origine des différents joueurs. Et Théo, tu avais fait un plan sur notre Facebook. Donc Théo, je voulais dire merci pour ça parce que ça a pas mal voyagé. En fait, on avait beaucoup de commentaires là-dessus. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à regarder notre Facebook. Ouais, c'est un truc très sympa parce qu'en fait, ça rend vraiment hommage aux petits clubs dont la plupart sont inconnus, à une ou deux exceptions près. Et à, effectivement... Romain Ntamak qui est au Stade Toulousain, mais tout le reste c'est des petits clubs. Et les petits clubs c'est quoi? C'est des dirigeants, que des bénévoles, des mecs qui prennent sur leur temps libre, etc. pour aller faire jouer des gamins le mercredi, le samedi, qui prennent sur leur boulot, sur leur vie de famille. Et c'est toujours un immense plaisir de voir des joueurs qui sortent de ces petits clubs-là et qui ensuite représentent le pays avec le maillot bleu. J'avais fait une erreur puisque j'avais reporté une erreur. Celle de Vincent Rattez qui n'a pas commencé au PUC comme c'était marqué sur la première version de la carte, mais bien au CSM Gennevilliers, un super club du nord de 92 et qui est un club avec une grosse école de rugby, pas mal de gens qui sont passés par là. Donc amitié à tous les amis du CSM Gennevilliers et désolé d'avoir dit que c'était le PUC, le club formateur de Vincent Rattez. Club où il est passé, mais qui n'est pas son club formateur. Voilà, fin de la parenthèse. Comme toi, comme toi. Comme moi, la violette qui refleurit toujours au printemps, on sera amené à en reparler. J'ai trouvé qu'il y avait des très jolis commentaires et comme tu dis, on sentait des fiertés des petits clubs de voir leur nom cité. C'était une très bonne idée de cette équipe. Bien sûr. Allez, si on parlait Autumn Nations Cup 2020. Premier match, Géorgie, l'Angleterre. Géorgie, ce que j'ai noté, que c'est tous les noms finis par un voyelle, soit le E ou un I ou un A. Et il y a un seul mec sans barbe, en fait, de ce que j'ai noté avec leur équipe. L'Angleterre, quand même, ils ont envoyé le gros équipe. J'étais un peu étonné. Il y avait Youngs, Farrell, Itoje, Lanchberry, May, tout le monde, bref, tout le monde. Sauf, ils ont copié nos bleus parce qu'ils étaient en bleu, leur maillot, cette fois-ci. Donc, j'étais un peu confus. Ça fait bizarre. Ouais, c'est bizarre. Hein. Donc, première mi-temps, on voit vite fait dans les 30 premières minutes 3 essais d'avant, en fait, 2 par l'alterneur Jamie George, un peu à l'anglaise où ils font un touche, molle, essai, voilà. Donc, il connaît bien ce truc. À la fin de la première mi-temps, il y a un essai pour les arrières parce que quand même, c'est gentil de partager un peu le ballon. Un troisième essai pour le numéro 2 dans le deuxième mi-temps et un essai par le numéro 9. Bon, on voit pas de surprise, il y a 40-0 pour les Anglais. Ouais, c'est cette capacité des Anglais à laisser les adversaires à zéro qui, moi, je vous l'ai déjà dit, me gonfle toujours. Je trouve que nous, on laisse toujours les mecs marquer au moins 3 ou 6 points, quoi. Voilà. Mais les British, plus ils peuvent appuyer pour faire mal, plus ils le font. Voilà. Non, mais c'est toujours un peu indécent de voir une équipe qui finit à 0 au niveau international. La Géorgie est quand même une belle équipe qui propose toujours des oppositions extrêmement physiques. Et c'est des gens qui trichent pas. Ils ont pas pris 100 points non plus. Hein. C'est pas comme Agen l'autre fois contre. Enfin bref, mais 40 c'est quand même beaucoup. Oui. Allez, si on passe rapidement à Irlande, Pays de Galles, fallait attendre 20 minutes avant le premier essai, donc c'était 16-6 à mi-temps. Franchement, j'ai pas regardé cette match, mais j'ai pas l'impression d'avoir raté grand-chose. Beaucoup de pénalités les deux côtés. Il fallait attendre 81 minutes pour le prochain essai. Irlande gagne 30-9. Les autres choses que j'ai appris dans ce match, qu'il y a quand même un James Lowe, numéro 11 de l'Irlande qui avait l'air assez vif et un numéro 9 le Gibson Park qui ressemble un peu à un leprechaun, je sais pas comment dire ça en français mais parce qu'il a je crois que ça se dit ça se dit pas un léprechaun je sais pas mais il a un petit barbichette là et franchement il est tout petit et je pensais à un leprechaun. Ouais, les Irlandais qui dominent assez nettement les Gallois, ça fait une série qui commence à être un peu compliquée pour les Gallois.
Je sais pas si Alan Wynne-Jones en a profité pour fêter sa 150e sélection ou s'il n'était pas là. J'avoue que je me rappelle pas. Mais en tout cas, voilà, je trouve que peut-être qu'on aborde une période un petit peu difficile pour le Pays de Galles, qui a eu des belles heures et qui là, je trouve, enchaîne un peu les contre-performances. Donc à suivre, mais je suis un peu inquiet pour eux. Ouais, et c'est dommage parce que c'est toujours une équipe qui était assez dangereux, quoi, qui est sympa à regarder, les Rouges, les Dragons qui sont vite, quoi, mais là, pas du tout. Fin d'une période un peu, peut-être, fin de cycle, je pense. Si on passe à Écosse-Italie, pas grand-chose à dire, sauf meilleure coupe de cheveux dans le Autumn Cup. Je pense que ça va être pour Duncan Weir. Et je trouve ça mignon. Tous les coéquipiers l'appellent Donkey. Petit signe d'affection pour lui, Donkey, c'est mignon. Allez, super essai pour les Italiens qui étaient bien dans la première mi-temps, 14-7, suivi par un Écossais, un essai par les Écossais qui était franchement super moche. Il faut le voir. J'ai même pas les mots pour l'expliquer, c'est juste moche. Il y a le ballon qui tombe, il y a un numéro 3 qui le regarde, il dit oh tiens, il tombe dessus. C'est un truc, bon bref, 14-14. Italie semblait être vraiment le meilleur équipe à ce jour-là, mais sauf dans les dernières 15 minutes, c'est l'Écosse qui marque 2 essais quand même. 17 pour l'Italie, 28 pour l'Écosse. Ils gagnent, mais pas trop contents non plus. Ouais, peu de commentaires à faire, sinon que peut-être Camille Watson va signer au Racing. Ça, c'est intéressant. Ah. Attends, t'es dans les petits papiers, toi. Non, c'est déjà sur les sites internet. Hein, mais... Ah. Non, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a fait vraiment notre admiration sur les dernières performances de l'Écosse, qui a beaucoup contribué. Et là, visiblement, il est en fin de contrat là où il est. Et il serait annoncé dans le top 14, peut-être pour aller jouer avec son copain Finn Russell. Ouais, ça peut être intéressant de suivre ça quand même. Carrément. Allez, si on passe à France-Fidji, le match qui n'a pas eu lieu. Oui, ça va être rapide du coup. Très. Et oui, notre chère France-Fidji qu'on attendait impatiemment, qui s'est vu être annulé pour cause de 12 cas Covid, il me semble, dans l'effectif fidjien. Donc cette rencontre qui n'aura pas lieu, enfin qui n'a pas eu lieu, mais que les Français ont gagné sur tapis vert, comme on dit. Donc cela signifie que nous gagnons, je sais pas combien de points. Moi, Théo, je sais pas. Ce que je vois, moi, c'est que les Fidjiens, ils sont des cannes de feu, mais en geste barrière, ils sont nuls, quoi. Tu peux préciser, s'il te plaît, que le tapis vert, ça veut dire quoi en fait? Oui, bien sûr, le tapis vert. Alors c'est pas juste une belle pelouse bien tendue, c'est juste 4 points pour nos Français. Pour commencer cette Autumn Nations Cup. Donc en gros on gagne parce que les autres sont forfaits, c'est ça? Exactement, ça équivaut à un forfait et on prend les 4 points de la victoire. Oui, donc on prend des points mais sans vraiment gagner. En fait, c'est les Fidji, la dernière match, c'était en 2018. Ils ont fait leur première victoire contre la France. C'était 21-14 pour le Fidji. Si ce match était pour le vrai, à votre avis, est-ce que la France aurait gagné ce match ou pas? Ah, c'est dur à dire. Hein. Difficile à dire, mais là, les Français sont sur une très très bonne dynamique. Donc oui, je pense que les Français étaient favoris sur ce match-là. Quand on regarde un match contre les Fidji, honnêtement, moi, pour moi, le résultat importe peu. Ce que j'aime quand je vois les Fidjiens jouer, c'est leur talent. Voilà, ça fait toujours rêver parce qu'ils ont quelque chose de plus. On dirait que le rugby est né chez eux. Il est né à l'autre bout de la planète, dans les brumes de l'Angleterre, mais en fait, on dirait que c'est fait pour ces mecs-là, et c'est magique. Et je trouve que là-dessus, qu'on gagne ou qu'on perde, moi j'ai tellement de plaisir à voir jouer ces joueurs de talent. Ils en ont toujours 2-3 dans l'équipe qui illuminent le terrain. Donc c'est presque comme regarder un tableau. C'est autre chose, je trouve. Les Fidjiens qui jouent au rugby, c'est quelque chose de complètement à part. Presque artistique. Ouais, complètement. Non, je suis d'accord avec toi. C'est eux, ils considèrent toujours que le rugby est vraiment, ils considèrent le rugby comme une religion. Hein. On parle souvent en terre française, mais chez eux, j'ai vraiment l'impression que il y a une osmose autour du rugby qui est incroyable. Et puis il y a une grande pureté dans leur manière aussi d'aborder ce rectangle vert comme si c'était tout simplement la feuille blanche de la vie, et on voit il prie avant, il prie après. Si c'est le dieu du rugby ou le dieu des chrétiens ou le dieu des musulmans, à la limite on s'en fout complètement. Ils sont dans une forme de transe en fait qui est liée à rentrer sur le terrain avec ce ballon ovale et mettre les cannes, quoi. C'est tout. Donc ça fait rêver.
Et maintenant, je suis triste parce que je voulais absolument voir ce match. Donc, finalement, des joueurs qui étaient prévus pour ce match, parce qu'en fait, ils gardaient la continuité, Fabien Galtier, ils gardaient quasiment les mêmes joueurs qu'ils ont joué dans la Six Nations. Finalement, là, pour le prochain match qu'on va avoir, c'est contre l'Écosse. Il me semble il y a pas mal de newbies, des personnes qu'en fait, je connais pas. Numéro un, est-ce que je dois me sentir un peu coupable parce que je les connais pas? Et numéro deux, est-ce qu'on peut les reprendre ligne par ligne? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont relativement méconnus. Donc on va avoir du mal c'est-à-dire il fait à la fois du neuf et aussi du neuf avec du vieux, puisqu'il y a des revenants, il y a du Brice Ouais. Dulin, Uni Antonio, des joueurs comme ça qu'on avait vus, Teddy Thomas qui Ouais, il était y a un du peu au Teddy frigo à un moment Thomas. puis qui reviennent, et effectivement des gamins qui lancent dans le grand bain parce qu'il peut pas faire jouer tous ses internationaux tout le temps et qu'il en profite pour faire une large revue d'effectifs, en mettant les mecs un peu au milieu de l'arène, en leur disant montrez de quoi vous êtes capable, qui est toujours une bonne manière de piquer des sportifs. D'accord. Si on prenait ligne par ligne, si vous pouvez juste dire un joueur que vous connaissez, on va dire, parce que moi, j'admets que je connais pas tous ces noms-là sur cette liste de 31, donc c'est sympa de voir des nouveaux têtes. Dans la première ligne, est-ce qu'il y a je connais Antonio, bien sûr, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sortent de l'eau? Un bon joueur du Racing qui s'appelle Teddy Bobigny, qui a un nom, c'est AU, mais on dirait un mec qui a grandi en Île-de-France. Attends, c'est Racing ou c'est Racing? Oui, c'est ça, C'est mais pas il s'appelle Bobigny. Teddy Bobigny. D'accord. Mais avec... Voilà, ouais, c'était une vanne, ok. C'est une vanne, mais Désolé. voilà, c'est bien quand on explique les C'est vannes. qu'elles sont bonnes quand t'as besoin de les réexpliquer. Et oui. Voilà. D'autres premières lignes? Et il y a Pierre Bourgarit aussi, qui est quand même un homme en forme de La Rochelle depuis un peu de temps, qui avait, il me semble, été convoqué déjà en équipe de France et qui avait déjà joué. Alors je me souviens plus quand, mais il me semble qu'il était rentré sur quelques matchs l'année dernière en tout cas. Voilà, une première ligne de La Rochelle. Allez, et en deuxième ligne, je vois plus Félix Lambé de Lou, il y a plein d'autres noms. Ouais, alors il y a Kylian Gérassi du Loup aussi, mais effectivement, il a piqué la place de notre petit chouchou. Je vous rappelle que moi, je l'avais vraiment coché comme un joueur que j'adorais voir évoluer parce qu'il avait un gabarit un peu quelconque et une énergie débordante et des belles performances. Pour l'instant, il est plus dans les petits papiers depuis la Coupe du Monde où il avait calé en fait à la toute dernière étape, un match de préparation, finalement pas parti dans le groupe, et depuis ça cale un peu. Il a piqué sa couleur de cheveux aussi ou pas? Non? Non, a priori Non? il lui a laissé. D'accord. Par contre, on a Cyril Cazot qui est un joueur qui est né à Dax, qui joue maintenant à Bordeaux-Bègles. Et puis Cazot, c'est un beau nom du Sud-Ouest, donc un nom des Landes. Donc toujours sympa d'avoir un mec qui s'appelle Cazot. Parfait. Allez, troisième ligne, c'est plutôt toi, Alban, fan de Stade Français et joueuse Pink Rockets. Tu devrais Ouais. être content parce qu'il y a des... Bah oui, bien sûr, on a la star Sékou Makalou de notre patrie rose qui est présent et qui est selon moi, un joueur vraiment avec beaucoup d'avenir, très athlétique, très physique et toujours là sur les bons ballons. Un beau marqueur d'essai. Ouais, en troisième ligne, on a aussi un dénommé Sacha Zeger qu'on connaît pas bien parce qu'il joue en Pro D2 à Oyonnax. Donc bravo à lui parce que être dans les petits papiers de l'équipe de France quand on joue en Pro D2, c'est quand même pas donné à tout le monde. Troisième ligne plutôt sauteur d'après ce que j'ai compris, donc belle curiosité, on va voir ce que ça fait. Donc, demi-mêlée, on les connaît, donc Baptiste Serin et Sébastien Bézy. Demi-voiture, Louis Carbonel, que je commence à connaître, et ton chouchou, Mathieu Jalibert. Ouais, ça c'est pas des petits nouveaux, hein, c'est des jeunes joueurs Mm. confirmés. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui en équipe de France, on a une charnière installée pour être la charnière titulaire de la prochaine Coupe du Monde, hein. Donc pour les autres, c'est un peu saletant, faut être honnête. Par contre, voilà, qui va être sur le strapontin pour faire les 3, 4, 5 ans qui viennent, un peu comme des doublures quand même de Dupont et Ntamak, c'est ça la vraie question. Et tous ces joueurs-là, ils en font partie. Et dans les arrières, Alban, est-ce qu'il y a des joueurs en particulier que tu suis? Bah, on va dire que là, j'en connais, si, on connaît qu'il y a certains visages. Pierre-Louis Barassi, qui est la génération U20, de la même que Carbonel et Jalibert, et puis Raka, Rétière, Teddy Thomas, Gabin Villers qui font des folies pour le coup en top 14. Gabin Villers, c'est un joueur qui a très vite, qui était en Fédéral 1 il y a encore un an, je crois, qui a été, il y a 2 ans, qui a évolué avec l'équipe de France à 7 et qui a fait des merveilles pendant son passage et qui depuis est en top 14 et continue d'affoler, on va dire, les lignes toulonnaises.
Oui, Gabin Villers qui vient de Rouen, attention, le rugby normand, un gamin avec des cannes de feu, effectivement, qui est longtemps resté à Rouen, dans sa Normandie, puis qui maintenant est à Toulon. Et puis moi je fais quand même un petit coucou à Brice Dulin, hein, joueur de classe, je suis très content de le voir revenir en bleu. Pour moi c'est vraiment un des joueurs les plus élégants de sa génération sur le jeu aérien, sur ses prises d'intervalle, donc super content pour lui. Petit truc pour Toulon, j'ai noté que le mot yak est écrit sur les shorts, et en fait yak, si vous ne savez pas, en anglais ça va aussi dire gerbe, donc je trouvais ça un peu drôle. Toujours sympa le petit clin d'œil. Je suis toujours impressionnée par ta capacité à faire des statistiques et à remarquer des choses dans un match qui sont improbables. Qui n'a rien à voir avec d'autres choses. Donc, on est content de connaître cette nouvelle équipe de France. La dernière fois, quand même, qu'on a joué l'Écosse, c'est nous qui ont perdu. Donc, 28-17, c'est là où on avait perdu Chat avant le match et Ntamak était blessé, que Awas a fait un petit droite. Donc, je serais content de rejouer contre ces Écossais qu'on aime bien quand même. C'est vrai qu'il y a une revanche à prendre. Ce serait bien de leur régler leur compte sur ce match-là, ce serait sympa. Voilà. D'autres matchs dans ce week-end qui viennent, Italie-Fidji, en espérant, Angleterre-Irlande et Pays de Galles contre les Barbus de Géorgie. Avant de passer au match Nouvelle-Zélande-Argentine, on va parler côté féminine. Il y avait France-Angleterre aussi ce week-end. Donc, dans les derniers 6 matchs, la France, ils ont perdu 5, mais parfois pas grand-chose. Donc, 3 fois, c'était pas un essai ou moins. Donc, c'était quand même une très jolie journée à Grenoble où les Red Roses sont venus à la rencontre de notre 15 de France et notamment notre Rose aussi, Rose Bernardo. Et on avait un mêlée qui tenait la route. Mais en 5 minutes, on voit les Anglaises qui assument leur rôle des favoris. Touche, molle, pousse, essai par leur numéro 2. Ça a l'air assez simple pour les Anglaises comme les Anglais. 15 minutes plus tard, c'est notre capitaine Gaël Hermé explique que les Bleus aussi savent pousser. Elle marque un essai, donc on est à 10-10 et donc plutôt pas mal à la mi-temps. On a vu un peu d'explosivité et French flair de notre 15 et surtout un mêlée qui en forme aussi. Oui, c'est vrai, un peu de French flair dans cette première mi-temps. Tu l'as dit, hein, elles prennent un essai dans les 5 premières minutes, mais bon, je trouve qu'elles affichent un beau visage et beaucoup de combativité sur cette première mi-temps. On se rappelle que les Françaises, on les avait quittées sur un triste score de 13-13 contre l'Écosse et sur un match honnêtement pas terrible. Et je pense qu'elles avaient vraiment à cœur de montrer voilà, le nom qui les qualifie, donc humble et affamé. Ça a été le cas sur la première mi-temps, mais je trouve qu'elles ont manqué un petit peu d'efficacité et du manque de soutien dans les rugs, de la discipline qui ont un peu compliqué leur mission en début de match et petit à petit elles se sont libérées. On a une belle Laure Sansu qui a essayé d'initier un peu un raid en solitaire dans la défense sans résultat malheureusement. Mais voilà, les Françaises n'ont rien lâché jusqu'à cet essai de Gaël Hermé, transformé par Caroline Drouin. Et puis voilà, la pause des deux équipes sont quand même dos à dos avec, tu l'as dit, 10 points chacun. Oui, effectivement, donc début de deuxième mi-temps, grosse percée de numéro 10 qui passe au numéro 2. Moi, personnellement, j'étais un peu surpris de voir l'avant qui a fait une course de 40 mètres et j'étais aussi surpris par son nom, Cocaine. Bref, essai par numéro 6. 3 minutes plus tard, super course de numéro 14 anglaise, très belle action. Du coup, on perd de 24-10 à 46 minutes. Et même si la fin de match, moi, personnellement, je trouvais assez sympa à regarder comparé à cette match de l'Écosse, le fin de match, c'est 33-10 pour l'Angleterre. Oui, tu l'as bien dit, hein, il y a deux essais qui assassinent, je pense, réellement l'espoir des Françaises. Surtout sur 2 fautes, en fait, des grosses fautes de jeu au pied, hein. Ça a été un peu le gros point noir de tout ce match, mais sur le premier essai anglais, c'est une chandelle beaucoup trop longue d'Izar qui atterrit dans les bras de la numéro 10 qui remonte le ballon. Et puis sur l'essai juste après, c'est Caroline Drouin qui tape plein champ sur une arrière qui n'attendait que ça de remonter le terrain et puis qui passe à Briche qui trouve une brèche. J'avais un petit jeu de mots sur cette joueuse jeune qui a des cannes en feu. C'est ce qu'il y a de mieux de toute la deuxième mi-temps, ta vanne. Hein. Ah ouais. Non, j'avais l'autre aussi. J'en avais une autre sur Cocaine qui a mis les Anglaises sur les rails, tu vois. Je l'ai. C'est pas mal, hein. Oh non. Mais non, je trouve que le jeu au pied globalement sur le match a été vraiment très très défaillant et Izar et Drouin qui sont deux joueuses issues
statut de l'équipe de France A7 qui n'avait pas joué à 15 depuis un certain temps, qui manque aussi peut-être un peu de rythme parce qu'elles n'ont, voilà, elles jouent plus depuis le mois de mars, Non, hein, on le rappelle. Mais je trouve que trouvons pas trop d'excuses, Alban. Oui, Soyons un peu objectifs. Cette d'accord, deuxième mi-temps est catastrophique. catastrophique, je suis d'accord. Catastrophique. Franchement, c'est une équipe qui est pas là en deuxième mi-temps. Ouais. Donc, retenons qu'elles ont fait jeu égal en une mi-temps, mais la deuxième, il n'y a rien à garder. Franchement, c'est catastrophique. Donc, c'est triste parce que, mais ça dit encore l'écart de niveau quand même qu'il y a entre les Anglaises et les Françaises. Tu peux pas faire une mi-temps comme ça au niveau, c'est pas acceptable. Alors là, je te rejoins entièrement, mais tu vois, pour autant, les Anglaises, elles m'ont pas bluffé d'un jeu extraordinaire. Elles sont hyper réalistes. C'est des Anglaises. Elles ont une Scarratt qui a un pied mais monumental et qui te renvoie tous les ballons qu'on fait la bêtise de lui donner. Mais je suis d'accord avec toi, hein, il y a des choix techniques, enfin des choix de jeu qui sont pour moi absolument, honnêtement, qui sont pas acceptables à ce niveau-là. C'est-à-dire que Ouais, et moi je suis plus sévère que ça. Je pense qu'en fait ça dénote quand même l'écart entre les deux équipes. Parce que quand tu fais ces erreurs-là, c'est que tout simplement t'es pas invité. Voilà. Et je trouve que cette deuxième mi-temps elle est très cruelle pour les Françaises, mais elle est quand même révélatrice. Et c'est pas les Anglaises qui l'ont faite, c'est les Françaises. Elles ont pris 2 essais coup sur coup, casquette ou pas, j'en sais rien, mais après mentalement elles ont disparu. oui, Et franchement elles ont pu exister. Donc c'est marrant, je vois pas du tout la même chose que toi pour ce deuxième mi-temps, dans le sens que moi, par rapport au match de l'Écosse où on sentait un équipe de France perdue, qui savait pas qu'il y avait des en avant partout. Là, au moins, il y avait une tentation d'attaquer, il y avait un peu de French flair quand même. Et parfois, ok, ça passe comme ça. On voit deux essais en. Ouais, mais dès qu'il y avait un moment clé, ça allait pas. Elles ont une conquête, elles ont une touche à prendre, elles la louent. Ouais, mais en fait, je veux dire, elles sont plus là. Ce qui a vraiment pêché pour moi, c'est l'absence de. Si tu veux, il y a aucun réalisme dans les temps forts. Elles vont gagner une mêlée et derrière elles vont perdre je sais pas, il y a une mauvaise passe, il y a un en avant. Elles perdent la mêlée qu'il fallait absolument gagner pour pouvoir concrétiser. Enfin voilà, il y a juste des non-timing, enfin un manque. C'est une mi-temps à oublier. Critiquons pas non, les nanas. oui, voilà. mais c'est à oublier. non, c'est sûr, ça a oublié, mais voilà, je trouve que vraiment c'est dommage parce que j'ai trouvé quand même qu'il y avait de l'envie et du combat. Enfin voilà, en tout cas dans le visage affiché, c'était plutôt c'était plus positif sur ce point en tout cas que contre l'Écosse, tu vois. Mais elles vont à Twickenham la semaine prochaine. Quand même noter qu'on est sur une équipe de France qui a été un petit peu changée aussi par rapport au match destination. Il y a 9 changements et la titularisation de plusieurs joueuses de l'équipe de France A7. Il y a Coralie Bertrand, Shanna Nizar, Carla Nielsen qui prend un beau KO dans les 20 premières minutes. Caroline Drouin, enfin voilà, c'est quand même une feuille de match qui sur le papier était un petit peu alléchante. Je dis pas que c'est ces joueuses qui ont fait basculer le match, mais voilà, je trouve que c'est une équipe qui continue de se construire. C'est vrai que les Anglaises sont encore une classe au-dessus, hein, il faut le dire. Et je tiens quand même à signaler que les Anglaises, elles, qui n'ont pas arrêté leur championnat dans les conditions actuelles, parce qu'elles ont le statut de professionnelles, je pense qu'elles ont aussi un petit peu eu l'avantage sur le rythme. C'est sûr. Et la présence physique. On a vu à la 60e que les Françaises étaient un petit peu à l'agonie et je pense que ça a joué aussi dans cette deuxième mi-temps. Bon, allez, j'ai été un peu dur. Les filles, faites-nous mentir. Faites un gros match à Twickenham. Et faites-moi un gros pan sur le bec. Et voilà. Faites mentir serai Théo. Tellement content pour vous. Voilà. Ouais. Allez, bon match pour la semaine prochaine alors pour les filles. Et petite question un peu à part, parce que je me pose la question, quand même le rugby c'est un sport national en Angleterre, et je pense que, est-ce que les filles vraiment depuis un jeune âge ils commencent à jouer le rugby? Je suis curieux par rapport à la naissance de rugby en Angleterre, par rapport en comparaison. Je pense que c'est pas très différent de la France, ça reste quand même un sport jeune pour les femmes. Non, c'est honnêtement, aujourd'hui, je pense qu'en termes de jeu qui s'est développé, c'est exactement, il y a eu un peu les mêmes phases des grandes joueuses dans les années à peu près 90-2000 et puis ça s'est développé petit à petit avec les Coupes du Monde, etc. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense que la vraie différence, elle se joue au niveau de l'élite, c'est-à-dire que les Anglaises ont un championnat professionnel. Donc c'est des pros, elles sont payées, elles font que ça. Et c'est pas le cas en France. Donc en fait, déjà de base, tes joueuses dites élites n'ont pas le même niveau, n'ont pas le même temps consacré au rugby, et c'est là que l'écart commence à se creuser. C'est incontestable. C'est comme
lorsque le rugby a commencé à se professionnaliser chez les hommes, entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, il y avait un grand décalage parce qu'ils ont été professionnels plus tôt dans l'hémisphère sud. Et là, c'est vrai que c'est un peu comparable. Et à l'époque, on souffrait de la comparaison. Donc, mettons aussi ce point-là au crédit de nos Françaises qui, avec la structuration progressive, arriveront à rivaliser. Allez, en parlant de hémisphère sud, peut-être c'est le moment de parler de Nouvelle-Zélande-Argentine. Vamos. Bon, on démarre le match avec un anthème d'Argentine qui est assez sympa quand même. C'est sympa d'avoir tout un stade plein de personnes qui chantent ensemble, ça c'est cool. 13 mois sans match pour les Argentins et tout de suite on voit la mentalité en défense des Sud-Américains. On voit aussi l'indiscipline des Blacks. On voit un capitaine Pablo Matera qui défend ses hommes et son maillot. On voit un match engagé. Sanchez qui était sublime ce jour-là, il marque un pénalité à 18 minutes, un petit coup de pied à suivre, 10-3 pour les Argentins. Sanchez suit avec 2 autres pénalités avant le mi-temps où on fait pause pour contempler le score quand même, 16-3 pour Argentin face aux All Blacks, le meilleur mi-temps des Pumas de jamais contre les All Blacks. Sanchez démarre le deuxième mi-temps avec une autre pénalité, mais les Blacks, ils en repensent avec un essai. 19-10, suivi par un autre pénalité de Sanchez. En fait, finalement, il va marquer les 25 points de son équipe avant que les Blacks marquent l'essai pour sauver l'honneur, mais pas trop quand même. 25-15 pour l'Argentine. Leurs joueurs réjouissent, le coach pleure et le monde de rugby a vu un match historique. Ouais, c'est surtout la deuxième défaite d'affilée pour les Blacks qui ont perdu en Australie la semaine dernière après avoir écrabouillé les Australiens la semaine d'avant. Donc les semaines à 15 jours près, on va dire, se suivent et ne se ressemblent pas. C'est la première fois depuis 9 ans qu'ils perdent 2 matchs d'affilée. Donc oui, c'est un petit séisme. Après, il faut quand même pas oublier que les All Blacks mènent 30-1 contre les Argentins. Victoire. Hein. Donc il faut quand même garder les pieds sur terre. Et il faut aussi relativiser parce que tout simplement, le rugby se professionnalise. Il y a maintenant des squads de très haut niveau dans tous les pays. Et on voit bien que parmi les quelques grandes nations qui sont de niveau à peu près équivalent, les valeurs sont serrées. Les Anglais qui ont perdu contre les Français ont écrabouillé les All Blacks, lesquels Français, eux, avaient battu les Argentins. Les Argentins viennent maintenant taper les All Blacks. Donc, ce sont des confrontations un petit peu à chercher le chaos à chaque fois. Et là, c'est vrai que les Argentins l'ont fait à merveille. On va revenir un peu dessus. Moi, je suis ébloui par les 2 troisième lignelles de l'Argentine. Hein. Effectivement, Pablo Matera, le capitaine, qui a été d'une force de caractère hallucinante et qui a quand même un gros physique. Et son compère de la 3e ligne, l'ami Kremer, lui, c'est un monstre. Hein. Alors, c'est un cousin de Charlie, hein, ça vient d'Allemagne, tout ça. Mais attention, 2 mètres, 115 kilos, et ça joue 3e lignelle, avec un... Enfin, bon, ils ont des gabarits de folie, et là, une grinta de folie. Voilà. Après, on peut... Voilà, Alban, dis-moi ce que t'en penses. Moi, j'ai noté 3-4 trucs après sur le match qui montrent que c'était le jour des Argentins et pas du tout celui des Blacks. Voilà. Ouais, je crois que je suis assez d'accord avec toi sur le fait que dès le début, on a senti qu'il y avait quelque chose qui était pour l'Argentine, mais je reviens sur ce que tu disais, la Grinta argentine. On en parle depuis, enfin, toutes les victoires, j'ai l'impression de l'Argentine ont été, les grosses victoires en tout cas se jouent, ils le jouent avec le cœur, quoi. Je dis pas que tous les rugbymen ne jouent pas avec le cœur, j'ose espérer qu'ils le font encore, mais je trouve que chez les Argentins, sur ce match, il y avait vraiment quelque chose. Presque, on aurait dit qu'ils jouaient une finale de Coupe du Monde. Un grand match de Coupe du Monde, mais vraiment parce que ils ont aussi une préparation autour de ce match qui est quand même assez intéressante. Ça fait 13 mois qu'ils n'avaient pas joué. Le Covid-19 a beaucoup touché l'Amérique latine et notamment l'Argentine. Ils n'ont pas pu se rassembler. Ils s'entraînaient dans leurs hôtels, dans les parkings. C'est hallucinant. Et donc vraiment, je pense que cette victoire, ils sont vraiment allés chercher cette victoire vraiment avec les tripes, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est beau de voir encore des matchs comme ça qui se jouent. On se dit, mais en fait, on n'a rien à perdre. On vient de subir 1 an de l'enfer et c'est le rugby qui te permet d'exploser comme ça, quoi. Il faut pas oublier non plus, je veux relativiser encore, toutes les équipes, quand elles rencontrent les Blacks, font le match de leur vie. Bien sûr. Et à chaque fois que les Blacks jouent, eux, ils font juste un match. Voilà, donc ils gardent des ratios de victoire contre tous leurs adversaires qui sont encore très au-delà. Il faut pas oublier non plus que c'est un petit pays de à peine 5 millions d'habitants,
qui domine un sport mondial. Voilà, alors maintenant ils sont 3e au classement, mais si Charlie était là, il dirait on sait que tu t'en fous. Voilà, donc accrocher le scalp des Blacks, et on le voit bien, on a l'impression que c'est le jour du mariage de leurs enfants, quoi. Ils sont en larmes, les Desma ils chialent à la fin du match, etc. Parce que tout simplement, voilà, ils ont fait un truc auquel qu'ils ne croyaient pas possible. Maintenant, moi je pense que les Blacks étaient dans un très mauvais jour. J'en veux pour preuve plusieurs petits éléments, hein, mais dès le début, Savea qui s'accroche un peu, petite bagarre, etc. Ouais. C'est pas le jeu des Blacks, jamais ils font ça. C'est vrai. Coles un peu plus tard, qui font une petite claque, pénalité retournée, ça ressemble pas aux Blacks. C'était bizarre c'est pas eux. L'indiscipline. Assez vite. Il y a ensuite Boden Barrett à un moment à 5 mètres de la ligne qui lâche pas le ballon. Hop. Pénalité contre eux, ça repart dans l'autre sens. D'habitude, et contre nous dans les grandes défaites contre les Blacks, ils arrivent dans les 30 mètres, non seulement ils se loupent pas, mais ils accélèrent. Voilà. Et ce jour-là, aujourd'hui, ils n'ont pas réussi ça du tout. Donc, voilà, pour moi, c'est énorme engagement des Argentins, avec, encore une fois, des mecs de grand talent. L'essai de Sanchez, honnêtement, il est chanceux. Et un coup de billard, le ballon, machin, c'est bien joué, petit coup de pied, machin, mais le ballon lui revient dans les mains, il peut très bien repartir de l'autre côté. Donc c'est pas un essai extraordinaire. Et il y a une seule fois où les Blacks ont commencé à jouer leur jeu, c'est à la 70e. Voilà, à un moment, ils prennent le jeu à leur compte, touche, maul, 1 temps de jeu, 2 temps de jeu, 3 temps de jeu, 4 temps de jeu. Bon, et là, à la fin, mais il est beaucoup trop tard. Et ils auraient pu perdre plus que ça, parce que Matera tombe dans l'embut en première mi-temps aussi. S'il tombe pas sur le dos, il y a essai. Donc ils peuvent en prendre quasiment 30. Je trouve que Matera, quand même, c'était un héros ce jour-là, parce qu'il y avait le moment où l'arbitre... Il fait le match de sa vie. Il y a l'arbitre qui lui parle, qui dit « Eh oh, toi, t'es le capitaine et tout ». Et donc il dit « Non, non, là, il m'a giflé un de mes hommes, pas de respect. Moi, je joue pour mon maillot, je joue pour mon pays, il touche son maillot. Et franchement, si je suis argentin, c'est mon héros, quoi. Le mec, mais dans l'espace de 2 secondes, il passe à capitaine, à héros national. J'ai vu aussi le conférence de presse, je sais pas pourquoi je regarde ça, mais j'adore, parce que ça montre un peu le feeling derrière, je trouve, avec les coachs. En fait, Mario, il parle super bien anglais déjà. Et il y avait quelqu'un avec un maillot français. Il dit pourquoi tu as un maillot Stade Français. Je trouvais ça assez marrant. Et après, à la fin, il dit We are playing for the most beautiful jersey in the world. Et je pense que ça résume bien le ressenti argentin. Tiens, en parlant de ça. Tu sais, Tiki, c'est marrant ce que tu dis sur le Stade Français, parce que en Argentine, quand j'y étais, j'y ai fait quelques mois de rugby lors de mon échange là-bas, et ils adorent tous le Stade Français. C'était incroyable. C'est une religion là-bas, donc il y a un peu de Quesada qui était dans le coup, effectivement, mais je sais pas, il y a une sorte de grosse admiration pour le Stade Français. Bah, Alban, on apprend des choses tous les semaines avec toi. C'est chouette que tu étais allé en Argentine. Et tu as joué au rugby. Oui, j'ai joué au rugby à 7 sur un terrain sans herbe pendant 6 mois. C'était pas mal. Fallait pas tomber au sol, c'était le but du jeu. En parlant des liens parisiens, il me semble qu'il y a pas mal de joueurs sur des équipes argentines qui jouent à Paris, à Stade Français ou Maître Racing, non? Oui, Imhoff, qu'on n'a pas beaucoup vu sur le match, qui joue à l'aile, qui est repris d'ailleurs in extremis juste avant par Aaron Smith. Je ne sais même pas comment il revient, Aaron Smith, le plaquage est mythique, mais effectivement, Matera et Sanchez, c'est Stade Français, et Sanchez excuse le match. Les 2 pénalités, la première qu'il met à 50 mètres et la dernière à 50 mètres de côté, à la 78e, il faut quand même le faire. Après avoir récupéré la balle et des occasions de jeu, alors que les Blacks avaient la 73e pénalité face aux Perches pour eux, et au lieu d'aller calmement en touche pour mettre leur jeu en place, ils la jouent vite derrière, grattage de Matera, le terrain qui remonte, pénalité derrière, Sanchez Canqui 50 mètres, mais non, les Blacks, vraiment pas leur jour. Et oui, non, mais on peut vraiment dire que ce jour-là, Sanchez était dans un fauteuil. Oh là là, Alban, tu mets du niveau quand même là. Sanchez dans un fauteuil. Et moi, j'ai adoré le centre des Argentins. Il s'appelle quand même Chocobar. Ah oui, voilà. Chocobar. 21 ans, première cape, il bat les Blacks. Le mec, il s'appelle Barre de chocolat, quoi. Non mais franchement, excellent. Voilà, chapeau. Allez. Est-ce qu'on passe un peu au top 14 rapidement? Allez, quelques mots. Pack de potes, terrain 10.
Allez, donc top 14. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Bon, on voit que les bonnes équipes y gagnent et les moins bonnes équipes y perdent. Mais en fait, je pense que c'est un peu plus loin que ça. Moi, je trouve que les équipes comme Brive, par exemple, j'ai vu le match Brive-Toulon. Je trouvais ils étaient très voyants quand même. Ils ont perdu contre Toulon, mais ensuite ils perdent contre le Racing, mais que par 4 points. Et je trouve qu'ils sont pas loin pour même chose. Ils perdent leurs 2 derniers matchs, mais par très peu. Cast, un victoire contre Racing, un match nul contre Toulouse, perte de justesse contre Bordeaux. En fait, c'est des équipes qui sont en bas de tableau, mais c'est pas des petites équipes finalement. Non, il y a pas de petite équipe. Il faut aussi se rappeler qu'en ce moment, beaucoup de joueurs internationaux sont pas là, donc ça rebat un peu les cartes. C'est toujours des périodes difficiles pour les clubs, petits ou grands, parce que des internationaux, il y en a partout. Les internationaux des très grandes équipes, ils sont dans les grands clubs, mais il y a des Géorgiens à droite à gauche, des Argentins, etc. Donc c'est compliqué. Maintenant, ce qui est sympa, c'est de voir que le Stade Toulousain a quand même réussi à gagner à Pau. On est désolé pour Pau, mais c'est vrai que quand tu te fais enlever tes joueurs à ce point-là, perdre tous ces matchs pendant cette période-là, c'est quand même très cruel. Même si Pau a, je trouve, un super effectif et fera une belle saison avec un numéro 10 d'avenir aussi, là, Antoine Astoy, qui a un gros coup de pompe et beaucoup de talent. Très beau joueur. Et meilleur chapeau aussi, avec le petit béret. Oui, le béret palois. En tant qu'Américain, je trouve ça excellent. Et oui, on voit que Bordeaux commence à rouler. C'était pas ça au début de l'année, mais 3 victoires consécutives. Quand tu parlais de Toulouse, mais même sans nos internationaux, ils ont quand même Médard, Guitoun et Huget. En parlant de Huget, il va prendre sa retraite. Mais il me semble toujours assez jeune. Il a plus de 60 caps, mais quand même il est toujours aussi jeune sur le terrain, je trouve. Ouais, là, faut laisser parler Alban, parce que Huget, c'est quand même un joueur à gonzesse. Allez, tout de suite, les clichés. Le les physique clichés. qu'il a, non, mais bon, bon, c'est le chouchou de ses dames. C'est un bel homme. Mais voilà, moi, c'est un joueur que j'ai à la fois beaucoup haï et beaucoup apprécié. Je pense qu'il a été un peu il nous a vraiment fait des hauts cœur parfois, et parfois il a été vraiment un magicien sur beaucoup de matchs. Mais non, je trouve qu'il a il a une belle carrière. Je suis pas aussi experte que toi, mon cher Théo, mais je trouve que c'est un joueur qui a quand même marqué sa génération, qui a participé à des Oui, il a marqué son époque. Voilà. Il revenait avant d'éclater au Stade Toulousain, effectivement, il a été à Bayonne. Je crois même qu'il était en Pro D2. Il cassait un peu la baraque dans ces conditions-là. Et puis, alors que je crois qu'il était toulousain au départ. Donc, fait toujours partie de ces gens qui mettent un petit peu de temps à éclore. Et il a fait, de fait, une très très belle carrière. Et on a tous des beaux souvenirs avec lui. Il nous a aussi fait quelques cagades, ce qui le rend humain, et c'est sympa. En parlant de ex-internationaux, franchement, je trouve que Lopez, cette année, il a une super saison. Et tant mieux pour lui. Clairement, qui joue plutôt bien en ce moment. Et je trouve que Lopez, en particulier, il a plusieurs essais. Vraiment, il fait des bonnes choses en ce moment. Moi, je noterais simplement que le Racing qui a été gagné à Brive montre quand même des grosses qualités mentales, en dépit de cette défaite en finale de Coupe d'Europe depuis 1 mois et demi, 2 mois. Ils ont une capacité à se sortir des difficultés en fin de match que je trouve admirable. C'est-à-dire que il me semble qu'ils sont en train de se construire un collectif avec des certitudes sur ses capacités à renverser des situations perdues. Qui peut sentir bon s'il continue comme ça pour la saison qui vient, pour les phases finales, etc. Ils sauront que c'est jamais perdu. Ils ont fait des très très belles performances dans ce domaine-là. Désolé pour les brivistes qui ont fait aussi une belle partition hier. Ça n'a pas tenu à grand chose, c'est tombé côté Racing. Ça fait plusieurs fois sur les fins de match et c'est sympa. Oui, donc voilà pour le top 14. Et j'ai noté quelque chose, les gars. À Stade Toulousain, il y a un Ntamak, il y a un autre Ntamak. Il s'appelle Théo Ntamak. Je ne savais pas qu'il y avait un deuxième. S'il s'appelle Théo, déjà, c'est que c'est un joueur de talent. Forcément. Je plaisante. Non. Petit frère de Romain, fils d'Émile, donc bon sang ne saurait mentir. Est-ce que ça va devenir un champion ? On lui souhaite, mais il a 18 ans, il fait déjà 1m91 et 100 kg. Moi, je dis que ça se tente. Hein. Ouais, on met une petite pièce, on espère le voir bientôt. Non, mais effectivement, il peut avoir un avenir aussi prometteur que ses aînés, et peut-être que son nom, qui s'appelle Francis Ntamak, vous le saviez pas, mais maintenant vous le savez. Tout à fait, frère d'Émile, qui a fait les beaux jours de Colomiers, et qui est finale de Coupe d'Europe. Grand joueur aussi, Francis Ntamak, qui doit avoir 1 ou 2 caps en équipe de France au moins. Exactement.
Oui, donc voilà, merci d'être avec nous. On a fait un tout petit peu le tour depuis ces 2 semaines de rugby et il y avait plein de choses à voir. Oui, plein de choses à voir aux 4 coins du monde. La semaine prochaine aussi, puisque les Argentins vont recevoir la Nouvelle-Zélande, et puis on a plein de matchs à nouveau en France. Alors on en profite pour faire un petit coucou à nos auditeurs dans le monde entier. Nous, on a des copains en Nouvelle-Zélande, des auditeurs. Alors je fais un coucou à Benoît Midol, à Mathieu Villemay qui nous écoute de là-bas, je le sais. Et puis et également je remercie les gens qui nous ont rappelé à l'ordre sur l'erreur de Gennevilliers, donc cousin Hub et Johan, qui ont su nous dire, les gars, non, c'est pas le PUC, c'est Gégène. Et oui, effectivement, et faites comme tous ces auditeurs qui nous écrivent, qui commentent, qui nous recommandent partout sur toutes les plateformes audio. N'hésitez pas à laisser des petites étoiles, toutes celles que l'on met dans les yeux. Mettez-les sur Apple Podcast. On a hâte de vous lire. Allez, à très bientôt. Bonne semaine les gars. Salut et coucou à Charlie qui nous écoute à distance cette fois-ci. Bye bye. La bise, Charlie. Allez, à la prochaine Charlie. Ciao.